Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui aussi avec nous pour cet atelier intitulé « Évaluer l'autonomie ou évaluer l'accompagnement ». Nous avons le plaisir d'accueillir quatre intervenants. Nous commençons donc dès maintenant avec l'intervention de Ramdani, l'impossible retour au domicile. Je rappelle juste pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de savoir d'où je parle. Je suis donc enseignante-chercheur à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, sociologue, et m'occupe des questions de maladies chroniques, d'handicap et de vieillissement. 5 à 10 minutes par intervention. Essayons de respecter les temps. On va canaliser la discussion une fois que toutes les présentations auront été déployées, ce qui nous permet en réalité de déployer de regards croisés. Je vous remercie et je passe la parole à Ramdani. Merci. Merci, bonjour à tous. Dr Mouna Ramdani, je suis PH à l'hôpital Bretonneau à Paris et je vais vous parler d'une situation qu'on a vécue dans le service. Cette histoire, elle a eu lieu dans le service de psychogériatrie de l'hôpital Bretonneau. Ce service reçoit des patients de 70 ans et plus qui ont des troubles neurocognitifs majeurs pour exploration de leurs troubles et ou prise en soin de leurs troubles de comportement. Et le service reçoit aussi parfois des patients qui ont des pathologies psychiatriques lorsque leurs troubles sont accompagnés de troubles neurocognitifs. La spécificité du service, elle réside également dans le fait que l'équipe prend en charge leurs pathologies somatiques concomitamment aux autres troubles, ce qui n'est pas possible dans les autres services de gériatrie. Les unités de soins de suite et de réadaptation sont des unités dites de moyen séjour où les patients sont transférés après avoir séjourné du fait de leur pathologie aiguë dans une unité dite de court séjour. Dans ces unités, il bénéficie de soins médicaux, d'une surveillance accrue, que ce soit par le personnel médical ou paramédical. Malheureusement, l'état de la personne âgée se dégrade du fait de la pathologie aiguë, elle perd en autonomie et ne peut retourner à son domicile sans une rééducation intensive, une prise en charge nutritionnelle adaptée ou tout simplement pour terminer sa prise en charge quand l'épisode aigu a pu être traité mais qu'une consolidation est nécessaire en milieu hospitalier. Un séjour en unité de gériatrie aiguë dure en moyenne une dizaine de jours, tandis qu'en SSR, il dure en moyenne 6 semaines. L'histoire que je vais vous raconter, je vais la raconter parce que ce n'est pas une situation ordinaire dans la vie de ce service. Ça a constitué un cas dans le sens où il a suscité un certain nombre de difficultés nous obligeant à élaborer des réponses et des décisions hors de nos routines habituelles. Et donc, je l'ai reconstruite à partir des notes présentes dans le dossier médical. Alors, Madame Sartelet nous a été adressée par le service des urgences en nous indiquant qu'elle avait des troubles de comportement et qu'il y avait une suspicion de maltraitance de la part de son fils. Celui-ci a appelé le médecin traitant suite aux chutes à répétition de sa mère au domicile et ses troubles du comportement. Aux urgences, pas de fracture décelée, mais la patiente déambulait partout dans le service, complètement désorientée dans le temps et dans l'espace. Elle criait sans cesse et semblait présenter d'importants troubles neurocognitifs. À son arrivée, l'équipe a observé effectivement une patiente ayant des troubles neurocognitifs majeurs, en état d'incurie et d'agitation psychomotrice. Son fils était très angoissé. Je l'ai reçu en entretien et nous avons constaté rapidement avec la psychologue du service qu'il semblait présenter des troubles psychiatriques de l'ordre de la psychose probablement. Il présentait en effet une désorganisation psychique et une immaturité flagrante. Il nous a semblé cependant sincèrement préoccupé par l'état de santé de sa mère et des conséquences de cette chute. Cette évaluation, elle nous a quand même permis de prendre du recul par rapport à son agitation et son agressivité envers nous et de comprendre qu'en réalité, elle était très angoissée et apeurée par cette hospitalisation et la fin du huis clos avec sa mère. Les explorations de l'état de santé de la patiente ont mis en évidence des troubles neurocognitifs majeurs d'origine vasculaire probable, un état de dénutrition important, de multiples hématomes sur le corps et une perte d'autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne. Tout ceci nous amenait à penser, comme les urgentistes, que son fils, aidant principal et vivant avec elle, pouvait être maltraité.
Cependant, dans l'hospitalisation, son fils venait la voir tous les jours dans le service. Il était lui aussi dans un état d'incurie et parfois d'alcoolisation. Tout de même, lorsqu'il venait, il lui apportait des petits gâteaux, des vêtements et reprenait le linge sale, ce que font les familles habituellement. Nous étions alors devant un dilemme en termes de prise en charge, car nous avions une patiente âgée dans des troubles neurocognitifs majeurs, dans l'incapacité de passer des tests d'évaluation cognitive. Elle était en perte totale d'autonomie et nous estimions que son aidant principal n'était pas en mesure de l'aider et de la prendre en charge correctement au domicile, non pas parce qu'il ne le souhaitait pas, mais du fait de sa propre pathologie psychiatrique. Il n'a pas été en capacité de se rendre compte de la dégradation de l'état de santé de sa mère. Par ailleurs, la patiente criait le nom de son fils toute la journée. Elle ne s'arrêtait que lorsqu'il venait lui rendre visite et les cris reprenaient à son départ. Nous interprétions ces signes non seulement comme un attachement fort à son fils, mais peut-être aussi comme l'expression d'un souhait de rester avec lui. Nous avons eu plusieurs entretiens avec lui concernant les différents diagnostics qu'il a semblé ne pas comprendre et être dans le déni, prétextant le caractère toujours difficile de sa mère, qui serait la source des troubles du comportement actuels. Lorsque nous évoquions les difficultés au domicile, il était évasif et évoquait des raisons différentes à chaque fois. La difficulté supplémentaire de ce tableau clinique venait des troubles du comportement de la patiente qui était en refus de soins, que ce soit les soins d'hygiène ou la prise de traitement. Un retour à domicile est toujours envisagé avec des aides à domicile et ça aurait été l'option idéale, mais devant le refus de la patiente, cette solution n'était pas envisageable. Par ailleurs, le médecin traitant avait déjà essayé cette option, mais la patiente avait fait fuir les aides par son agressivité. Pourtant, l'introduction d'aide à domicile aurait permis l'introduction d'un tiers qui aurait pu donner l'alerte en cas de danger pour la patiente. La patiente était dans l'incapacité à décider pour elle-même du fait d'importants troubles de compréhension et de ses troubles neurocognitifs majeurs, mais toute son attitude montrait qu'elle voulait rester avec son fils. Elle ne s'apaisait qu'en sa présence, signe que leur relation affective était profonde. Ils ont toujours vécu tous les deux seuls dans cet appartement vase clos. Les séparer aurait créé un déséquilibre immense pour chacun des deux. Cette situation a donc engendré un conflit éthique au sein même de l'équipe soignante. Les valeurs des uns et des autres s'entrechoquaient et ne permettaient pas de s'aligner sur les mêmes décisions qui satisfaisaient tout le monde. Une partie des soignants n'imaginait pas un retour à domicile de la patiente qui se retrouverait en danger avec un fils ne comprenant pas ses troubles neurocognitifs. Ils invoquaient alors la non-assistance à personne en danger et notre obligation de la protéger de son fils, même si cette maltraitance, ou plutôt négligence dont il fait preuve envers sa mère, n'est pas volontaire. D'autres ne voulaient pas séparer ce couple mère-fils en invoquant les principes du respect de la liberté. Si le souhait de ces deux personnes était de vivre ensemble, quand bien même cette vie n'était pas conforme à nos principes de sécurité, nos normes d'hygiène et de soins, il fallait la respecter. Finalement, un certain droit l'a emporté. Nous avons décidé de ne pas autoriser la sortie de la patiente vers son domicile, car en cas d'accident ou d'événement indésirable au domicile, la responsabilité du service aurait pu être engagée. L'annonce de cette décision au fils a été très difficile, ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a été très agressif, disant qu'il allait sortir sa mère contre avis médical, qu'il allait porter plainte contre le médecin et que nous n'avions pas le droit de prendre sa mère en otage. Nous avons réussi à l'apaiser en lui promettant d'approfondir le sujet social dans l'unité de SSR où elle allait être transférée et tout faire pour trouver une solution pour ne pas les séparer. Dans l'unité de SSR, l'évolution de l'état de santé de la patiente a été favorable. Elle mangeait très bien, a pris une dizaine de kilos. Elle ne criait plus, elle dormait bien la nuit et devenait plus compliante aux soins. Elle semblait s'habituer au rythme de la vie hospitalière et le cadre institutionnel la rassurait puisqu'elle ne criait plus le nom de son fils, mais bientôt celui de certaines soignantes. Parallèlement, nous avons essayé d'avancer dans le dossier social. Nous avons découvert qu'ils vivaient tous les deux de la petite retraite de la patiente dans un appartement HLM au nom de la patiente. Ils ne touchaient pas la pension de réversion du mari décédé, car le fils n'avait jamais fait les démarches et la patiente non plus. Nous nous sommes rendus compte que le fils ne comprenait pas les formulaires administratifs et qu'il ne connaissait pas ses droits. Il n'a jamais été suivi médicalement, car toujours protégé par ses mères. Il n'a donc jamais pu bénéficier de l'AAH, par exemple. La perspective de toucher ces allocations a facilité la construction du lien entre l'assistante sociale et le fils, car il se rendait compte qu'elle voulait l'aider et que nous faisions en sorte qu'il accède à ses droits. Le lien entre l'équipe soignante et le fils s'est également amélioré. Il s'est habitué aux visites à sa mère dans le service, activité quotidienne pour lui qui rythmait sans doute ses journées. Il venait dès le début des visites et s'en allait le soir, après avoir donné à manger à sa mère, en picorant également dans son plateau.
progressivement, il a pris ses aises dans le service et a semblé finalement avoir trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Malheureusement, il ne comprenait pas que sa mère ne pouvait pas rester indéfiniment dans ce service d'hospitalisation et qu'elle devait sortir, mais pas à son domicile. On lui avait proposé une admission en EHPAD, il a refusé catégoriquement. Une mesure d'aide sociale devait être demandée pour que sa mère puisse entrer en EHPAD, car elle ne pouvait pas financer avec sa maigre retraite ce type d'établissement. Mais en demandant l'aide sociale, elle devait, toutefois admise dans l'établissement, donner 90% de sa retraite pour payer l'EHPAD et l'aide sociale financerait le reste. Le fils n'aurait donc plus aucune ressource pour vivre et il n'avait que 50 ans. Aucune dérogation ne pouvait être obtenue pour qu'il aille en EHPAD avec sa mère. Par ailleurs, l'appartement HLM dans lequel il vivait était au nom de la mère. Il perdrait donc également son logement. Nous étions face à une impasse. Le fils refusait de réaliser ces démarches administratives qui allaient le léser directement et la patiente était dans l'incapacité même de comprendre les enjeux de cette décision pour elle. Nous avons décidé collectivement qu'une mesure de protection juridique serait la seule solution à ce problème. Nous avons fait donc cette demande. J'ai signé la demande de sauvegarde de justice, puis la demande de procédure de mise sous protection juridique et l'assistance sociale l'a accompagnée d'un rapport social. Cela a suscité une nouvelle crise dans notre relation en entier avec le fils. Il considérait que nous le trahissions, que le mandataire judiciaire allait le séparer de sa mère et qu'il n'aurait plus voix au chapitre concernant la vie de sa mère. Il a formulé de nouvelles menaces de plainte de sa part, mais beaucoup moins virulentes. Nous nous rendions compte quand même qu'il commençait à comprendre que sa mère ne pouvait pas rentrer au domicile. Je vais essayer d'avancer, je suis déjà à 10 minutes. Donc finalement, la patiente a été mise sous tutelle. Il aura fallu environ 1 an pour qu'un mandataire soit nommé. Nous avons préalablement informé la tutrice de l'historique de l'hospitalisation. Il était méfiant initialement avec la tutrice, puis finalement, il s'est défendu au cours de l'entretien. Voilà. Donc, dans notre cas clinique, le signalement de maltraitance n'est pas venu de l'extérieur. Il est arrivé de façon involontaire par le fils lui-même qui a finalement pu sauver sa mère. L'histoire a montré que la négligence dont a fait preuve le fils n'était pas volontaire. Il aimait sa mère, mais n'était pas en capacité de faire plus pour elle et de se rendre compte de la dégradation de son état et de ses besoins de soins. Lui-même n'étant pas conscient qu'il aurait lui-même dû avoir des soins et être suivi. Il y avait une histoire de relation de pouvoir complexe entre les deux. En effet, le fils était l'aidant principal de sa mère en perte d'autonomie totale, ayant des troubles neurocognitifs. Mais sa mère avait également une emprise importante sur son fils puisqu'elle le logeait et qu'ils vivaient tous les deux de sa retraite. Cette emprise a toujours existé dans leur relation puisque le fils n'a jamais quitté le domicile parental. Et on se rend compte finalement assez rapidement que ce qui le mettait le plus en difficulté dans la prise en charge, c'était la peur de perdre l'appartement et la retraite de sa mère, car il s'était finalement assez vite habitué à l'hospitalisation. Mais cette hospitalisation a quand même été vécue, vous me coupez, elle était quand même vécue comme une rupture dans ce couple mère-fils, un couple qui a été dans un premier temps disqualifié puis requalifié. L'équipe soignante a été vécue comme un tiers hostile par les deux, puis progressivement intégrée dans un nouvel équilibre. Voilà. Une des difficultés du fils, c'était qu'il ne connaissait pas ses droits, les prestations auxquelles il pouvait prétendre. Et un des rôles de cette hospitalisation a également été de réinsérer ce fils dans la société en lui faisant bénéficier d'allocations, en le faisant sortir de chez lui pour rendre visite à sa mère. Il a ainsi pu sociabiliser et s'ouvrir un petit peu aux autres. Mais cet accès aux droits a été fait par la contrainte initialement. Voilà. La temporalité, finalement, nous a permis de trouver des solutions à la problématique de ce couple. Je vous remercie. Désolée si j'étais un peu longue. Merci à vous pour cette intervention passionnante. Nous passons directement la parole à Rimboura, si vous voulez bien activer votre micro. Oui, bonjour, je voulais partager mon écran. Alors, vous me dites si ça fonctionne. Hop. Est-ce que vous voyez tous? Oui. Oui? Super. Ok. J'ai fait une petite vidéo. Voilà, donc je vais juste faire un petit test pour être sûr que vous entendiez le son. Bonjour, je suis Noé Rimbourg. C'est bon? Oui. Ok, super, je lance les choses.
Cette présentation a changé légèrement d'intitulé puisqu'elle s'intitule l'évaluation à Alors, on l'attribution ne voit pas la en vidéo Belgique. Ah, parce que vous partagez votre écran, mais vous ne partagez pas l'écran avec la vidéo. C'est un PowerPoint commenté, je pense. Noé, c'est bien un PowerPoint oui, commenté? oui. Et normalement, oui, on voit une petite vidéo à côté, non? Oui, en haut à droite. Oui. Ok, ça va s'enchaîner, vous allez voir. Conditions d'accès à une autonomie de vie. Donc, il s'agira de présenter particulièrement, à partir d'une situation concrète, la problématique de l'évaluation lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont pas de problématiques fonctionnelles. Donc, les personnes en situation de souffrance psychique, de problématiques de santé mentale, etc. Donc, pour me présenter en 2 mots, je suis doctorante en socio-anthropologie rattachée à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Et cette présentation s'appuie sur une recherche en cours que je mène par observation et par entretien, notamment auprès des médecins experts chargés d'évaluer et de reconnaître le handicap sur la base de la perte d'autonomie. Donc, hop. Il faut savoir que la reconnaissance administrative du handicap en Belgique s'appuie sur une loi datant de 1987 qui prévoit 2 évaluations distinctes ouvrant droit à 2 allocations spécifiques. Donc la première, l'allocation de remplacement de revenus, qui comme son nom l'indique, permet de compenser l'absence de revenus obtenus par le travail, et une allocation dite d'intégration qui peut être octroyée en complément sur la base de la perte d'autonomie dans 6 domaines que je développerai plus loin, et qui doit permettre une intégration dans la société et le financement de surcoûts occasionnés par le handicap. La loi stipule que les médecins doivent coter le niveau de difficulté entre 0 et 3 dans chacun des 6 domaines prévus par la loi, sur la base de ce qu'une personne du même âge est généralement capable d'effectuer seule. Ce qui se rapporte ici à une conception de l'autonomie entendue comme une capacité à vivre en toute indépendance. Ensuite, les points sont additionnés. Si le nombre de 7 points est atteint, la personne peut ouvrir droit à une allocation d'intégration et plus elle obtient de points, plus l'allocation peut être majorée. Alors, a priori, les critères d'évaluation prévus par la loi sont des critères qui s'appuient sur une conception fonctionnelle de l'autonomie. Il s'agit d'évaluer ce que la personne est capable ou n'est pas capable ou n'est plus capable de faire, d'évaluer sa capacité à réaliser des activités concrètes. Donc, pour cette présentation, il paraît donc utile de se demander comment sont évaluées les situations de personnes qui n'ont pas a priori de difficultés d'ordre fonctionnel, mais plutôt des difficultés d'ordre psychique ou psychiatrique ou autre. Donc, j'ai donc choisi de vous présenter brièvement la situation de Sophie, qui paraît particulièrement révélatrice, pour discuter ensuite des liens entre allocation et autonomie de vie. Alors, Sophie a 19 ans, elle vit chez sa mère qui l'accompagne ce jour à la consultation. Elle est suivie par un psychiatre qui a établi un diagnostic de psychose et qui lui prescrit des neuroleptiques. D'après le médecin expert, sa situation serait stabilisée puisqu'elle n'a pas été hospitalisée depuis 2 ans. En revanche, Sophie sort très peu de chez elle. Elle craint le jugement des autres et elle a des crises d'angoisse. Elle subit l'effet du traitement, la boulie, qui se caractérise par un manque d'initiative et qui serait typique de ce type de pathologie. À l'occasion de cette consultation que j'ai pu observer, nous apprenons que la mère de Sophie a elle aussi un diagnostic de psychose dite stabilisée. Elle ne travaille pas et elle est reconnue et financée par l'assurance maladie. Sophie est déscolarisée depuis 6 ans. Elle n'a pas de projet de formation ou d'emploi. Elle occupe ses journées à lire un peu, à regarder des dessins animés ou à aller sur l'ordinateur, sur des forums, dit-elle, même si sa mère précise qu'elle ne parvient pas à rester concentrée plus de 10 minutes. Elle accompagne sa mère faire des courses parfois, mais elle ne s'intéresse pas vraiment à la préparation des repas. Si sa mère lui dit de se laver ou de ranger sa chambre, elle s'exécute, mais elle prend peu d'initiative. Alors, voici la décision prise par le médecin et le montant des allocations auxquelles elle pourrait prétendre. Alors, le médecin décide de lui octroyer une allocation de remplacement de revenus qui correspond à un montant de 650 € au regard de son statut familial.
et de lui octroyer une allocation d'intégration de 9 points qui correspond à un forfait de 357 €, donc qui s'ajoute aux 650, répartis et justifiés ainsi. Donc, on voit les différents domaines dans le tableau avec la possibilité de se déplacer, d'assurer ses courses et son alimentation, l'hygiène de son habitat, son hygiène personnelle, assurer sa sécurité et ses besoins de surveillance, communiquer et avoir des contacts sociaux. Donc, voici la cotation juste à côté entre 0 et 3 et les justifications du médecin. Alors, que nous dit le médecin concernant la possibilité de se déplacer? Il met 2 points en disant elle sait marcher, elle a pu prendre un bus accompagné, mais accompagnée, donc elle ne sort jamais seule. Donc, on est dans le système où on a 2 points pour incapacité de sortir sans une aide de l'extérieur. Elle sait quand même marcher chez elle, elle sait monter les escaliers, elle sait bouger, donc elle n'a pas de problème physique, mais elle ne sort jamais seule. J'ai la confirmation par le psychiatre qui fait en plus des consultations par visioconférence et il l'a noté dans les rapports, donc c'est bien vrai. D'accord? Voici ce que me dit le médecin. Ensuite, concernant la possibilité d'assurer ses courses, son alimentation, l'hygiène de son habitat et son hygiène personnelle, que j'ai regroupé en un bloc, mais qui sont en fait 3 blocs distincts, le médecin décide de mettre 1 point dans chacun des domaines. En justifiant les choses ainsi, elle dit qu'en fait, elle saurait théoriquement faire des petites courses en étant accompagnée, cuisiner des petits plats si sa mère lui apprenait, elle sait se laver seule et ranger sa chambre, mais pour toutes ces activités, elle a besoin d'être supervisée. Et c'est la raison pour laquelle, dans la catégorie « assurer sa sécurité et ses besoins de surveillance », elle met également 2 points pour reconnaître justement ce besoin de supervision au quotidien. Et dans la catégorie communiquer, avoir des contacts sociaux, le médecin cote 2 points, mais sans forcément justifier cette cotation. Alors, une autre caractéristique de la décision, c'est que celle-ci est accordée pour une durée déterminée de 2 ans, justifiée ainsi par le médecin. Le problème, c'est qu'on a un enfant qui a une psychose, mais sa maman aussi. Donc, la maman n'a pas de capacité de mettre les choses en place. Donc, à la rigueur, on ne fait peut-être pas ce qu'il faut non plus pour qu'elle avance. Le médecin estime en effet qu'elle a un problème, mais qu'elle est aussi dans un milieu à problème et qu'elle serait mieux dans une institution, en tout cas qu'on lui apprenne à être un peu autonome. Ainsi, tout en précisant que ce n'est pas vraiment son rôle et qu'elle devrait normalement prendre une décision indéterminée, le médecin accordera une reconnaissance pour 2 ans dans l'objectif d'inciter la maman à mettre davantage de choses en place pour sa fille. Le médecin précisera également que c'est grâce à la maman que Sophie ne passe pas à 12 points. Car si la mère ne jouait pas le rôle de tierce personne, Sophie se trouverait sans doute en grande difficulté, ce qui contribuerait à majorer ses points et donc son allocation. Alors, comment interroger l'autonomie de vie à partir de cette situation? Alors, les allocations, oui, alors tout d'abord, il convient d'établir un lien direct entre accès aux allocations et accès à une autonomie de vie, puisque ces allocations permettent la plupart du temps de vivre dans un logement autonome, de payer des charges courantes et les frais engagés pour obtenir une aide humaine ou matérielle au quotidien. Mais il existe déjà un hiatus puisque le montant des allocations données est forfaitaire et ne correspond pas forcément aux frais réels. Ainsi, si Sophie percevra possiblement 1 007 € au total, dont 357 € octroyés au titre de sa perte d'autonomie, on peut légitimement se demander quels frais cette somme est supposée couvrir dans sa situation spécifique. Ensuite, la situation de Sophie montre que si la loi s'appuie sur une conception de l'autonomie fonctionnelle, qui rime avec indépendance, et sur une grille assez floue, les médecins sont capables de l'adapter à des problématiques spécifiques et à la diversité des pathologies et de leurs répercussions. Par exemple, l'autonomie est envisagée ici dans ses dimensions relationnelles, puisque les ressources de l'autonomie sont directement reliées à la présence d'un aidant proche. Cette conception peut aussi avoir pour effet la diminution du montant des allocations. Le médecin l'a dit très justement, si sa mère n'était pas présente, elle obtiendrait sans doute 12 points, ce qui correspondrait à un montant de 568 € au lieu de 357. Face à ce constat, on peut légitimement se demander si le système contribue à encourager une autonomie ou à maintenir les personnes dans un statu quo. Une autre dimension qui pourrait être interrogée est la question de la participation sociale. Est-elle un projet souhaité par tous ? On pourrait par exemple se demander pourquoi le médecin a choisi d'accorder 2 points dans la catégorie contacts sociaux,
Car après tout, malgré son isolement visible, elle ne semble pas se plaindre beaucoup de son mode de vie. Et en même temps, peut-on baser le système de cotation sur du déclaratif face à des gens dont la pathologie contribue à altérer justement l'expression des besoins et l'expression d'une demande? Alors, en conclusion, hop, on voit que le système de cotation n'est a priori pas adapté au handicap psychique et ou mental. Les médecins ont su, par ailleurs, adapter leurs questions à différentes situations et formes de handicap, mais ils tentent de résoudre les tensions entre le risque d'étiquetage, le risque de maintenir les personnes dans des situations jugées peu enviables et la volonté d'apporter une aide à des personnes présentant des problématiques de santé et de précarité. Face à ces tensions, la reconnaissance limitée dans le temps semble intervenir comme une réponse pour résoudre les dilemmes, mais qui produit aussi de nouvelles injonctions. Injonction à l'autonomie, injonction à atteindre un mode de vie qui paraît plus enviable et davantage souhaitable, injonction à se prendre en charge, injonction faite aux parents, même d'enfants majeurs, d'accompagner leurs enfants vers des modes de prise en charge institutionnels, etc., etc. Voilà. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir respecté parfaitement le temps. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter un commentaire? Vous avez une minute encore? Non, je pense que peut-être les commentaires viendront avec la discussion ensuite. C'est juste que… Ah oui, j'arrête de partager mon écran. Là, c'est bon, ça fonctionne? Oui. Super. Super, donc on passe la parole sans plus tarder à Aurélien. Aurélien, comment évaluer son besoin d'accompagnement dans ce parcours de vie? On vous écoute. Oui, donc c'est mon parcours en tant que psychotique par rapport à mes logements. Alors, enfant jusqu'à la fin du collège, je vivais avec ma mère et ma sœur dans une grande maison avec un grand jardin, dans une petite ville de 3500 habitants. Mes parents étaient médecins, je ne voyais pas souvent mon père qui travaillait loin, il y avait un logement de fonction là-bas. Plus tard, on lui a aussi diagnostiqué une psychose, il s'est suicidé, il ne s'est jamais trouvé bien nulle part. J'ai le souvenir d'avoir été heureux là-bas. 3 choses me marquent. J'avais ma chambre pour moi tout seul. Je me suis toujours demandé comment on pouvait partager sa chambre. Chaque fois que j'ai eu à le faire, c'est quelque chose qui m'a gêné au niveau du bruit. Mais peut-être que ceux qui partagent leur chambre passent moins de temps à arriver assez. J'avais un jardin, il y avait un ballon de basket, un filet de badminton, je jouais au foot avec mes voisins et mes camarades de mon âge. J'étais sociable. J'ai du mal à imaginer la vie des enfants qui vivent dans un petit appartement à Paris. C'était la campagne. J'allais voir mes amis à vélo, parfois à plusieurs kilomètres. On allait se baigner dans les rivières. Je ne me sentais pas menacé par les autres. Je n'avais pas peur de me faire agresser comme plus tard, et le vélo ne me paraissait pas dangereux. À cet âge, manger dans une cantine bruyante ne me dérange pas, y passer ma vie avec les autres ne me dérange pas. À l'âge du lycée, j'ai déménagé avec ma mère et ma sœur à Dijon. Comme je le préciserai par la suite, cette ville ni trop grande ni trop petite a beaucoup fait pour mon bien-être tout au long de ma vie. Ce premier appartement à Dijon était grand, j'avais ma chambre seule aussi, avec une petite terrasse. À ce moment, mes parents divorcent, mon père prend un appartement en centre-ville tout en continuant à travailler loin. À ce moment, je suis en échec scolaire. Ma mère me réveille tous les matins, c'est difficile, je crois que si j'avais été seul, je n'aurais pas réussi à tenir le rythme du lycée. Je m'isole pour fumer sur la terrasse de ma chambre ou aller dans l'appartement de mon père. Je passe aussi beaucoup de temps sur les jeux vidéo. C'est la fuite, mes camarades de classe sont aussi perdus que moi. Peut-être que c'était l'adolescence plus que la maladie. Le matin, je fais le trajet à pied avec des voisins de ma classe. En allant au centre-ville, j'ai peur des SDF et des marginaux et je me dis que c'est le destin qui m'attend. Je commence à avoir des paranos, j'ai du mal avec les gens envahissants et je suis content quand je suis seul. Les premiers mois, je suis inscrit à la cantine. Je préfère sauter les repas plus tôt. Ma mère, s'en apercevant, me retire de la cantine et m'achète de quoi me faire mes repas à l'appartement. J'écoute beaucoup de musique et j'apprends à jouer de la guitare électrique. Après mon bac, je m'inscris à la fac de droit. Pour y aller depuis chez ma mère, pendant les 2 premières années, je dois faire 30 minutes de bus le matin à 7 heures. J'ai peur de mes camarades. Je n'ai jamais abordé ceux qui faisaient le même trajet que moi. Manger entre les cours est quelque chose de difficile. Je préfère rentrer entre midi et 2, manger en vitesse chez ma mère plutôt que de faire la queue au restaurant universitaire où il y a tant de bruit.
Parfois, je vais chez mon père, là-bas, j'organise des fêtes, c'est des beuveries, j'ai du mal avec les gens qui prennent de la place, il m'arrive de me fâcher quand quelqu'un renverse quelque chose. Je suis motivé par mes études, je me dis que c'est pour mon avenir. En fait, toute ma vie est organisée par la crainte de finir SDF, je veux la sécurité de l'emploi, je ne pense qu'à ça. Je travaille sérieusement, mais j'ai toujours du mal à m'endormir et à me lever. Je passe du temps sur l'ordinateur et la musique. Ça, c'était les 2 premières années de droit. Je ferai 2 autres années où je serai vraiment dans la psychose. Ce sont les années où j'ai été seul dans un petit appartement de 16 mètres carrés en centre-ville que mes parents avaient acheté. Eux avaient déménagé chacun de leur côté. L'immeuble dans lequel il était un ancien hôtel dont les chambres avaient été reconverties. Ce n'étaient que des petits appartements. Donc, c'était des gens qui étaient en difficulté, qui étaient là-dedans. Je commençais à me faire mes courses alimentaires seul dans le centre-ville animé. Je devenais de plus en plus parano. Je suis tombé dans la maladie dans ce contexte. Dans cet immeuble, il y avait des champignons qui poussaient sur les murs, les solettes et les lumières ne fonctionnaient pas, les gens se battaient la nuit, il y avait du bruit. Moi, je devais me lever le matin pour mes cours. Parfois, j'appelais la police quand les gens se battaient et mon délire tournait autour de ça. Je croyais qu'on m'en voulait à cause de ça. J'ai cru que tout le quartier voulait m'éliminer. Je me suis mis à interpréter tous les gestes dans la rue et donc à avoir une attitude et une apparence bizarre qui renforçaient le problème. J'avais de plus en plus de mal à me lever. Je finissais mes études et je ne voyais pas quoi faire après. Je me suis disputé avec mon père qui a menacé de me couper les vivres. Je ne descends pas les poubelles pendant des semaines, épuisé, persuadé qu'on voulait m'éliminer. Un matin, j'ai pris le train pour Paris avec le but de m'engager dans la Légion étrangère pour complètement changer de vie. Après quelques jours et nuits à errer dans Paris, la police m'a ramassé. Mon père m'a ramené à l'hôpital psychiatrique à Dijon. En arrivant à l'hôpital, j'ai eu confiance. Je me suis reposé. Être dans une chambre à 4 ne m'a pas dérangé. Je dormais bien avec les médicaments. C'était l'été, il faisait beau. Dans le pavillon, il y avait une table extérieure. J'y allais avec les autres malades. Je me rendais compte qu'ils se sentaient menacés comme moi, ce qui m'a fait me dire que c'était une maladie. Peu à peu, j'ai accepté qu'il y avait une part d'imagination dans mes problèmes de voisinage. Et être dans une ville où on est relativement anonyme m'a permis d'éviter l'étiquette qu'on m'aurait collée à la campagne et d'oublier les choses bizarres que j'ai pu faire. En sortant de l'hôpital, mon père m'a installé avec lui dans un appartement à Dijon, mais pas au centre. Je me rappelle qu'au début, savoir que la porte d'entrée était blindée me rassurait. J'avais peur, mais je ne sais plus pourquoi. À ce moment-là, j'écoute de l'opéra en boucle. Au début, mon père fait les courses. Avec le traitement, je n'arrive plus à porter un sac de courses et pour marcher jusqu'à chez ma mère, je dois m'arrêter sur un banc pour reprendre des forces. Cette grande fatigue n'a pas duré longtemps, mais je me rappelle m'être vivement demandé ce que je pourrais devenir en ne pouvant plus porter un sac de courses, m'être dit qu'il faudrait peut-être vivre à l'hôpital. À cette époque, l'allocation adulte handicapé n'aurait pas été suffisante. Mon père m'aidait financièrement. Je passe beaucoup de temps sur Internet, je prends 20 kilos et je fume 3 paquets par jour. Cette période dure 2 ans, après quoi mon père m'installe seul dans un appartement au centre-ville et lui part s'installer à la campagne vers ses parents. À ce moment-là, j'ai peur de finir à la rue. Je retourne dans tous les sens les prix des loyers par rapport à l'allocation adulte handicapé. Il y aura toute une période entre 22 et 30 ans où je dors à n'importe quelle heure, je sors de la nuit dans les cafés, je vais aussi dans les organismes qui permettent aux psychotiques d'avoir des loisirs, dans les GEM, CATTP, je ferai de la marche, des jeux de société, j'ai rencontré des gens que je vois encore 15 ans après. Une ville de la taille de Dijon a une offre intéressante de loisirs pour les malades. Mon nouvel appartement au centre-ville est grand, 47 mètres carrés, mais sombre. Je peux aller chez ma mère prendre le soleil parfois. Mon père paye un organisme pour faire le ménage. Après une période de plusieurs années où je dors à n'importe quelle heure, je finis par me mettre l'objectif de marcher plus de 30 minutes par jour. Dijon est une ville agréable où on peut se balader seul sans le risque de se retrouver seul avec un problème comme se tordre une cheville ou se faire piquer par un frelon. C'est quelque chose qui me ferait peur à la campagne. Et d'un autre côté, ne pas être confronté à des problèmes de délinquance des grandes villes et quand je ne marche et il n'y a pas les problèmes de délinquance des grandes villes. Et quand je ne marche pas, j'ai un vélo d'appartement qui me permet de faire du sport. Heureusement que j'ai un grand appartement, je ne pourrais pas me le permettre à Paris. À ce moment-là, je prends aussi la décision de faire 40 minutes de clarinette par jour. Ça se passe bien avec les voisins, l'immeuble est bien insonorisé, il y a une bonne ambiance. Je continue à écouter de la musique tout le temps, je sors prendre un café le matin. En 2014, j'arrête de fumer, je me lève le matin. À partir de 2016, j'ai une petite amie qui se lève tôt aussi. Nous allons nous balader, parfois plusieurs heures. À ce moment-là, je commence à bien dormir la nuit. La fenêtre de la cuisine a donné pendant plusieurs années sur un SDF qui dormait dans des cartons, mais pour moi, ça va mieux. Je m'en sors avec l'allocation adulte handicapé à ce moment-là. En 2018, mon père se suicide. Au niveau du logement, il ne s'est jamais trouvé bien. Parfois, il voulait habiter le centre de Paris, parfois dans une ferme à la campagne.
Avec l'assurance, j'ai acheté un appartement qui me convient. Il y a un petit extérieur, le quartier est calme, mais on peut faire les courses ou se faire livrer. C'est bien sonorisé, alors je peux écouter ou faire de la musique. Ma mère habite à 10 minutes à pied. Il y a une belle église à côté, je la fréquente et envisage de me faire baptiser. Tout le long, je n'ai pas eu de voiture et je n'en voulais pas. Conduire me fait peur. Je préfère éviter les structures d'hébergement pour psychotiques. J'aurais peur d'être dérangé par les autres, notamment par les gens qui ont besoin d'argent pour leurs addictions. Tout le long, j'ai eu de l'aide de ma famille et de mes amis pour faire ou payer le ménage, pour déménager, un petit billet de temps en temps pour payer un restaurant, des Noëls qui permettent de renouveler l'ordinateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour avoir respecté parfaitement le temps et pour la richesse de votre présentation. On passe la parole à la dernière ou au dernier intervenant, Madame ou Monsieur Mougeot, du discernement comme critère d'inclusion, regard croisé autour des directives anticipées en psychiatrie. Oui, merci. Donc, Frédéric Mougeot, je suis sociologue, je suis chargé de recherche à l'espace MTX rattaché au centre Max Weber. Et donc, je vais vous présenter une communication très brève autour de la question du discernement, notamment à partir d'un travail de recherche qui incluait des personnes vivant avec des troubles psychiques et qui leur permettait de renseigner des directives anticipées en psychiatrie. Alors, l'abolition et l'altération du discernement font l'objet de travaux relatifs à l'irresponsabilité pénale, du point de vue des professionnels qui ont à statuer sur ces situations, comme du point de vue des personnes qui sont tributaires de ces déclarations. L'expertise psychiatrique intervient pour apprécier le degré de discernement des personnes. Cette position expertale, elle est parfois mobilisée dans d'autres contextes que dans celui des affaires judiciaires, comme dans le cas de l'étude que je vais évoquer, des directives anticipées en psychiatrie, qui définissent par avance une conduite à tenir auprès des personnes en cas de crise. Dans cette étude, qui a testé un modèle de directive anticipée en psychiatrie, dont la rédaction était accompagnée par des pairs aidants, la sélection des participants s'effectuait notamment au regard de leur discernement au moment de l'étude. Critère d'inclusion, le discernement des personnes constituait un enjeu pour la validité des directives anticipées. Le document pouvait être rédigé lorsque le discernement des personnes n'était pas altéré. Alors, la question de l'évaluation du discernement, qui était réalisée par des psychiatres, a interrogé l'ensemble de l'équipe impliquée dans l'étude à chaque étape de la recherche. Comment évaluer le discernement des personnes? Quels sont les ressorts pratiques de cette évaluation par les psychiatres? Qu'est-ce que la centralité de la question du discernement des personnes du projet des directives anticipées et plus largement de la psychiatrie actuelle? Alors, pour comprendre les enjeux autour de cette question, il faut d'abord revenir sur le projet des directives anticipées en psychiatrie, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Les directives anticipées psychiatriques prennent la forme d'un document rempli par les personnes concernées dans un moment où elles sont justement en capacité de prendre des décisions. Elles définissent par avance une conduite à tenir pour l'entourage et pour les professionnels de santé, au cas où la personne rédactrice ne soit plus en mesure de décider, au cas où le discernement de la personne serait altéré ou aveugle. Les signes avant-coureurs d'une crise, les conduites à tenir en cas de crise et les éléments spécifiques à leur éventuelle prise en charge dans les services de santé, les traitements, les soins qui sont à privilégier, le lieu de l'hospitalisation, etc. Ayant vocation à être partagées avec l'entourage et les professionnels de santé, les directives anticipées entendent renforcer la parole des usagers des services de santé mentale et être un outil au service de leur rétablissement. L'émergence des directives anticipées et leur mobilisation aujourd'hui en psychiatrie interroge quant à la centralité de la question du discernement. Elle questionne le statut de la personne et le rôle de la psychiatrie et de ses professionnels en direction des personnes qui vivent avec un trouble psychique lorsque leur discernement est altéré. Pour le dire autrement, les directives anticipées actent en quelque sorte l'incapacité de la psychiatrie de composer avec l'abolition ou l'altération du discernement. De façon pragmatique, les directives anticipées partent du postulat que les personnes vivant avec un trouble psychique n'ont bien souvent plus voix au chapitre dans les services de psychiatrie. Ce postulat entérine la disqualification des personnes qui vivent avec un trouble psychique par les professionnels de santé. Les directives anticipées partent ainsi du principe que les conditions de possibilité d'expression des souhaits des personnes ne sont pas réunies aujourd'hui dans les services de psychiatrie. Cette disqualification
certains soignants la reconnaissent et tentent de la combattre, à l'instar de Gérald, infirmier en psychiatrie de 2007, que j'ai rencontré dans le cadre de cette étude, et qui critique le discrédit porté aux patients psychiatriques. Il dit un patient en psychiatrie, je fais exprès, ce n'est pas mon propos, il est définitivement débile, inscrit dans une maladie, donc à aucun moment son discours ne peut être entendu. À partir du moment où il est diagnostiqué, c'est la merde, c'est foutu. Tout ce qui pourra sortir de sa bouche, c'est en train de maladie mentale. On ne porte aucun crédit aux patients, la parole psychiatrique, ça ne veut rien. Les directives anticipées viennent contrecarrer cette disqualification en attestant du discernement de la personne au moment de la rédaction de ce document. En pratique, la mesure de l'évaluation du discernement n'est pas aisée. Il existe des échelles, des outils issus de la littérature internationale, Late to Capacity Evaluation, le MacArthur Competence Assessment Tool, mais l'expérience de la sélection des usagers en fonction de leur discernement nous a montré d'importantes disparités dans l'évaluation des psychiatres et des équipes. En effet, sur le terrain, ce qui nous était rapporté, c'est que la sélection était empreinte d'une grande subjectivité et que finalement, la question du discernement amenait des inégalités de traitement entre les différentes personnes. Au-delà de la question pratique, j'aimerais porter au débat sur les enjeux de l'évaluation du discernement comme critère d'accès aux outils qui favorisent l'autodétermination et poser ainsi la question de la réduction de la subjectivité en psychiatrie aux seuls énoncés effectués en dehors de la crise. Si le travail psychiatrique doit lutter contre la disqualification des personnes vivant avec des troubles psychiques, la prise en compte des souhaits des personnes doit-elle se faire par le biais de l'attestation de leur discernement, au moment de leur expression? Quelle place donc accorder à l'altération du discernement et plus largement à la subjectivité des personnes dans le travail psychiatrique? Pour le dire autrement, l'évaluation du discernement doit-elle être la clé de voûte de l'autodétermination des personnes? Voilà. Est-ce que la dernière l'évaluation du discernement, parce que vous pouvez nous en dire plus sur comment on évalue le discernement d'une personne en situation de handicap psychique? Oui, alors justement, c'est effectivement dans cette étude, c'était le souci. On s'est rendu compte qu'il y avait. Quels sont les paramètres? Oui. Quels sont les... Alors, ce qui était proposé, c'était de suivre des échelles d'évaluation que les psychiatres mobilisaient, qui évaluaient les compétences à prendre des décisions. Mais dans les faits, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'évaluation du discernement des personnes dans les services de psychiatrie et de santé mentale se faisait à la louche et qu'il y avait des grandes disparités dans les évaluations qui étaient portées sur les différentes personnes. Merci beaucoup, Monsieur Mongeau, pour cette intervention. Voilà, comme on a bien géré le temps, on a une bonne vingtaine, plus même, des minutes pour pouvoir initier la discussion. Et si vous le permettez, je commence par adresser une question à chaque intervenante, chaque intervenant. Madame Ramdani, vous avez bien explicité l'emprise de la mère sur les fils et à la fois l'identification du fils comme aidant principal et ainsi donner à voir les enjeux d'interdépendance entre ces deux acteurs. Mais vous avez aussi évoqué que l'âge chronologique, en vous attardant en particulier sur l'âge chronologique du fils, 50 ans n'ouvrait droit à rien, n'est pas l'indicateur le plus pertinent pour rendre compte de la problématique de l'autonomie. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur ces deux points. D'un côté, les raisons d'interdépendance qui se jouent dans le couple aidant-aidé, et de l'autre côté, l'âge chronologique. Pour Noémie, vous avez bien mis en relief l'approche, les limites d'une approche capacitaire, fonctionnelle et fonctionnaliste de l'autonomie qui prend appui sur des grilles d'évaluation et qui se traduit par des points qui se traduisent à leur tour par des zéros.
1 000 €, 1 700 €. Quid de ces passages de la possibilité du faire à la capacité de faire? Et comment ce passage-là, la mise en possibilité, l'injonction à la capacité vient interroger justement la place qu'occupe le genre, les inégalités de genre dans tout ça. On voit bien qu'avant d'être psychotique, la mère de Sophie doit bien prendre en charge sa fille et s'en occuper. En ce qui concerne Aurélien, j'ai été happée par votre présentation. Plusieurs phrases m'ont interpellée, mais je me contente de mettre l'accent sur 4 points. Vous avez dit, je me rendais compte qu'il se sentait menacé, comme moi, ce qui m'a fait dire que c'était une maladie. En quoi donc l'expérience d'autrui, l'expérience partagée, vient à la fois éclairer sa propre expérience et rassurer, hein, parce que justement un diagnostic peut être posé. La distinction que vous établissez entre l'urbain et la campagne où on est identifié comme quelqu'un éventuellement concerné par la maladie, devient ici un contexte de mise en tension. Et par ailleurs, le lien que vous établissez entre confiance et placement en hôpital. L'hôpital vous a, à ce moment-là, rassuré. Enfin, j'aimerais aussi vous écouter sur le fait que vous envisagez de vous faire baptiser. Est-ce que les croyances spirituelles et religieuses pourraient là discuter votre expérience? Je passe à M. Mougeot. J'ai trouvé particulièrement pertinent votre propos sur les inégalités de traitement qui s'opèrent à l'hôpital lorsqu'il s'agit d'évaluer les discernements et les importantes disparités que vous avez pu observer. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ces disparités? Comment se déclinent-elles et en fonction de quelles caractéristiques? Par exemple, les ressources socioculturelles, les catégories socioprofessionnelles d'appartenance, les origines ethno-raciales ou encore les questions de genre. Enfin, voilà pour ouvrir les débats et encore un grand merci à vous toutes et tous pour la qualité de vos interventions. Par rapport à la question de l'interdépendance dans ce couple mère-fils, je pense qu'à la base, le fils n'a jamais atteint le stade adulte, entre guillemets. Il est toujours resté le fils de sa mère et l'immaturité qu'on a pu mettre en évidence avec la psychologue montre bien que finalement, il a toujours vécu avec sa mère, chez sa mère, et il faisait les choses de base, mais il ne s'est jamais vraiment occupé de sa mère. C'est-à-dire que généralement, quand il y a un parent qui a des troubles neurocognitifs majeurs, en général, il y a un inversement des rôles, c'est-à-dire que c'est les enfants qui s'occupent des parents et du coup qui inversent ce rôle de celui qui protège et qui prend soin. Et donc l'enfant prend en charge ses parents. Là, cette inversion des rôles, elle n'a jamais eu lieu, malgré les troubles de la mère et malgré le handicap et l'avancée dans la maladie. Donc finalement, cette mère, elle a toujours protégé ce fils psychotique qui s'est désinséré très rapidement et tant qu'elle était, elle, en charge, elle l'a toujours protégé, elle n'a jamais... il n'a pas eu beaucoup de contact avec l'extérieur, il ne s'est jamais retrouvé en difficulté dans la société, elle l'a surprotégé, mais cette surprotection a fait qu'il a perdu en autonomie finalement, enfin il n'a jamais vraiment gagné une autonomie d'adulte qui prend les décisions, qui fait face aux difficultés.
Et du coup, le jour où elle n'a plus assuré finalement cette fonction-là, lui s'est retrouvé, était de toute façon en perte d'autonomie, et face à la perte d'autonomie de sa mère, il n'a pas pu s'adapter. Donc, je pense que la dépendance initiale, finalement, elle a porté un préjudice par la suite, puisque le fils n'a jamais pu être totalement autonome pour pouvoir s'occuper de sa mère et pouvoir s'adapter à cette inversion des rôles qui se passe habituellement. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu l'analyse que j'en fais. Ah, parfaitement, merci. Et concernant son âge, c'est vrai que dans les EHPAD, il n'y a pas de personnes de 50 ans, sauf les rares cas de patients trisomiques qui, eux, ont des maladies d'Alzheimer très tôt. Mais je ne sais pas très bien comment se passent les enfants d'EHPAD, mais donc c'était difficile d'envisager une entrée en institution dans la même institution pour les deux. Et donc, quoi qu'il arrive, c'était une séparation pour eux. Merci. Merci à vous. Peut-être qu'on peut passer à Noémie. Oui, alors peut-être que je vais répondre sur la question du genre. C'est vrai que je n'avais pas du tout analysé cette situation au prisme du genre et on pourrait se demander effectivement pourquoi on attend d'une maman qu'elle accompagne sa fille, qu'elle fasse des démarches pour elle, etc. Voilà, peut-être que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour analyser cette question-là, mais c'est vrai que c'est possible aussi que dans une autre configuration, cette jeune femme-là vive avec son père et qu'on attende aussi des mêmes choses de son père. Peut-être que là, il se trouve qu'elle vit exclusivement avec sa mère et donc c'est la raison pour laquelle on attend ces choses-là de la mère et pas d'un père. Mais là, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de père dans la situation. Donc, c'est un petit peu compliqué Mais effectivement, cette question du genre, elle intervient. En tout cas, on se rend compte, effectivement, j'ai observé un certain nombre de situations évaluées et ce sera quand même un fil conducteur parce que voilà, les attentes sont très différentes aussi voilà, en fonction du genre, même pour les personnes directement concernées. On n'attend pas par exemple, voilà, sur les rubriques, par exemple, hygiène de l'habitat, on n'attend pas les mêmes choses des hommes et des femmes en ce qui concerne le fait de faire des courses, le fait de faire à manger, le fait de faire le ménage, etc. etc. Ou peut-être on peut avoir des niveaux d'exigence, en tout cas assez différents en fonction du genre, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant à analyser pour la suite. Voilà, et puis après, moi, j'ai trouvé vraiment toutes ces présentations très intéressantes parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup de liens voilà, sur la question, voilà, quelle place on accorde à la parole aussi des aidants, notamment lorsque les capacités de discernement peuvent potentiellement être altérées. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait des situations d'interdépendance qu'on estime en tant que professionnel, qu'on estime toxiques. Je trouve que ça pose aussi directement la question de finalement, quelles sont les normes d'autonomie attendues? Parce que là, j'entendais, excusez-moi, j'ai oublié le nom de la première intervenante, mais j'entendais la première intervenante dire, c'est vrai que ce fils-là, il n'a pas accédé il n'a pas une autonomie d'adulte, il a été surprotégé par sa mère, etc. Mais alors, ça interroge aussi directement, mais qu'est-ce qu'on attend d'un adulte autonome qui se prend en charge, etc. Donc, directement, les normes d'autonomie. Voilà, et ça, c'est aussi un des points de départ de mon projet, c'est d'interroger cette norme-là d'autonomie, qui est une notion, en fait, finalement assez floue, qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces, mais en fait, on ne sait jamais vraiment bien de quoi il s'agit, dans un contexte aussi où on est soumis à tout un tas d'exigences et d'injonctions qui sont parfois difficiles à atteindre, et comment ces choses-là se traduisent dans le milieu du handicap ou de l'évaluation ou de l'expertise, etc. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Noémie. Aurélien? Oui, alors sur les points que vous m'avez demandé, sur le fait que tout le monde se sentait menacé à l'hôpital, bon, je me suis dit, soit il y a un complot mondial, soit effectivement c'est une maladie. Effectivement, tout le monde racontait la même chose. Enfin, il y en avait quelques-uns, ils racontaient autre chose. Et le truc qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est, il y en avait un, c'était un jeune, il avait 16 ans, et il disait, on veut m'éliminer parce que j'ai fait du skate sur les voies de bus.
Et je pense que c'est les conducteurs de bus dijonnais. Moi, je me suis dit, il n'y a pas une mafia des conducteurs de bus qui existe, qui veut. Moi, dans mon appartement, bon, c'est vrai que c'était des gens. Je me disais, il devait y avoir de la drogue, il devait y avoir des problèmes comme ça. Alors que là, les chauffeurs de bus, c'est pas possible. C'est ça qui m'a fait sortir de ça. Bon. Alors, sur urbain et campagne, le fait que j'aurais eu plus de mal à passer à autre chose à la campagne, bon, ben, c'est vrai que moi, mes voisins me connaissent pas forcément, ils s'occupent pas trop de ce que je peux faire, alors que je vois pour des gens qui sont à la campagne, bon, tout le monde se connaît. Et je vois même, il y a un GEM qui se situe dans une petite ville. Il y a des gens qui ont été, ils m'ont dit, c'est vrai que là, quand on va là, on est étiqueté celui qui va à la maison des fous, des choses comme ça. Bon, enfin, je pense que ça existerait si j'étais resté à la campagne. Alors, au niveau de la confiance dans le placement à l'hôpital, moi, je me suis dit, en arrivant là, moi, j'avais eu droit à la police, ça avait été assez terrible. Bon, là, je me suis couché, j'ai bu le verre de somnifère, je me suis endormi. Je dis, voilà, je vais me reposer. J'ai senti que, vous voyez, par exemple, c'est vrai que les infirmières n'ont peut-être pas le même profil que les gens qui sont dans la police, qui peuvent être un peu durs aussi, quoi. Et en fait, j'ai eu tout de suite eu confiance en la psychiatre, qui était une petite dame toute mignonne qui parlait tout doucement. Et là, je me dis, ça a été aussi une grande chance parce que je me rends compte, les gens qui ont eu droit à la contention, à l'isolement, qui sont partis en révolte, c'est des choses qui ont été très difficiles. Alors que moi, vous voyez, la psychiatre, c'est toujours la même depuis plus de 15 ans. J'ai complètement confiance en elle. Les infirmiers, ça se passe bien. Alors que les gens, ou par exemple, les gens qui peuvent se sentir menacés par une piqûre ou quelque chose comme ça. Moi, mes parents étaient médecins, j'étais conscient qu'il y a des gestes médicaux, j'étais pas contre les médicaments. Vous voyez, moi, même le traitement médicamenteux, je me suis senti endormi, mais par rapport à l'angoisse que j'avais avant, vous voyez, par exemple, il y a peut-être des gens qui sont que moyennement atteints et qui se sentent complètement détruits par les médicaments, alors que moi, j'ai tout de suite senti un progrès. Et je pense que ça a été une grande chose dans le fait que je reparte mieux. Et quand vous parlez, alors au niveau du baptême, oui, je crois que là, ça peut être, peut-être qu'il y a des gens qui le font avec une autre philosophie, mais c'est vrai que se dire, par exemple, être plus dans l'amour plutôt que ratiociner ses problèmes, les choses que quelqu'un a dit. Il y a une phrase dans la Bible, c'est le fou juge de tout ce qui se dit, le sage oublie. Et je me dis, c'est quelque chose, c'est vrai que si on se dit, ah là là, l'autre, ce qu'il a dit, s'il me ressort ça, je vais le casser, c'est des trucs, enfin, je sais pas si c'est vraiment ça la psychose, mais moi j'étais beaucoup là-dedans et ça m'a fait beaucoup de bien de lire des choses comme ça. Enfin, voilà, voilà. Pourriez-vous la répéter la phrase? Je n'ai pas eu le temps de la noter. Les fous jugent de tout ce qui est dit. De tout ce qui se dit, Oui, le sage oublie. merci. Merci beaucoup. Et nous passons peut-être à la dernière intervention et la question autour des disparités et inégalités sociales. Monsieur Mougeot? Oui. Alors, pour répondre à votre question précisément, les inégalités de traitement à l'hôpital, entre les disparités qu'il peut y avoir, en fait, je pourrais y répondre que dans quelques mois parce qu'on a les données sociodémographiques des personnes qui viennent juste d'arriver. Par contre, on a observé des inégalités selon les psychiatres. Et selon les différents lieux de déploiement de cet outil. Et on a observé énormément d'inégalités entre des personnes qui nous orientaient, beaucoup de personnes, y compris des personnes dont nous-mêmes on pouvait se dire, bah, oui, est-ce que leur discernement est total ou pas, enfin voilà. Et des lieux où au contraire on nous dit, ah, non, 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 là c'est vraiment pas possible, celui-là il peut pas, celui-ci il peut pas, etc. Donc voilà, ces inégalités, elles étaient frappantes entre les différentes manières de penser le soin. Alors, de là à classifier selon peut-être c'était ce qui distinguait le plus les personnes, c'est
la capacité de penser que les personnes sont en capacité d'agir et de définir par eux-mêmes leur choix. Et c'est vrai que les personnes enfin les psychiatres qui étaient plutôt orientés vers le rétablissement, etc., orientaient plus facilement des personnes, y compris des personnes qui étaient encore un petit peu en crise, que d'autres avaient plus de réticence et considéraient que l'outil des directives allait pouvoir finalement mettre à mal le travail effectué, clinique, etc. Voilà. Et la subjectivité des psychiatres mise en cause, en fait, on aurait pu imaginer qu'il y ait des items communs entre les différents psychiatres qui permettent Oui. Alors, il y en avait. d'évaluer. Il y en avait, c'est-à-dire les outils étaient les mêmes pour tous, mais certains orientaient beaucoup de personnes, l'interprétation était différente, effectivement. Ouais. Mais en fait, ces disparités-là au sein même du corps des soignants, des soignantes, étaient liées à des questions générationnelles, les plus âgés, les plus jeunes, à des questions d'origine sociale. Tous les médecins ne sont pas issus des familles des médecins, ou encore à des questions de genre, par exemple, que j'ai pu, moi, repérer dans mes travaux. Quels sont les facteurs qui cadencent, qui calibrent ces inégalités-là? Alors, vous avez une idée pour l'instant, même si vous êtes en cours de traitement? Non, moi, je pense que ce qui était le plus discriminant, c'était les orientations théoriques des psychiatres en question. Qui pouvaient regrouper pour partie la question de l'âge, de l'ancienneté dans la profession, mais c'était vraiment l'environnement théorique. Alors aussi parce que finalement, les directives anticipées sont aujourd'hui portées plus par le courant du rétablissement, de la réhabilitation, etc., plus que par la psychothérapie institutionnelle, par exemple. Donc voilà, c'était davantage des orientations théoriques. Super, merci. D'autres questions dans la salle? Pas vraiment? Allez-y, allez-y. Non, mais j'avais une question pour Aurélien, mais c'est des questions un peu, moi, Oui. c'est par curiosité. Voilà, parce que vous avez dit que vous aviez bénéficié de l'AAH, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Oui. et vous avez parlé à un moment de votre besoin de vous sentir en sécurité, que pour vous, la sécurité matérielle, c'était vraiment aussi une condition pour votre autonomie et vous sentir bien, etc. Oui. Et je voulais savoir si ça avait été compliqué ou pas d'obtenir l'AAH avec le diagnostic que vous aviez, puisque voilà, je voulais savoir si en France, alors je connais un petit peu les MDPH en France, mais si les critères d'évaluation n'avaient pas été trop restrictifs pour vous et si vous aviez eu l'impression d'être reconnu suffisamment et d'avoir des montants qui vous permettaient à peu près de subvenir à vos besoins, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des financements supplémentaires de votre père pour financer, par exemple, le ménage ou des choses de cet ordre-là. Alors oui, au moment où j'ai été, où je suis sorti de l'hôpital, là, mon père m'aidait, j'ai pas eu la hache tout de suite, et j'ai eu qu'une hache sans le complément de ressources, donc ça m'aurait pas suffi, surtout que j'avais des problèmes avec le tabac à ce moment-là. Ensuite, ça a duré assez longtemps, donc, mais j'ai pas eu de mal à l'avoir, hein. Enfin, je sais pas, les psychiatres n'ont pas voulu me montrer, mais j'ai pas eu de mal à l'avoir. Ensuite, j'ai bien profité de la vie, mon père m'aidait, mais au moment où il est tombé malade lui aussi, là par contre, je me suis dit, il faut que je sois autonome et tout, donc j'ai beaucoup restreint les dépenses et je m'en suis sorti avec la hache pendant à peu près de 2014 à 2018, donc je vivais avec ça, et puis là, je mettais de côté, là j'angoissais vraiment parce que je savais que mon père allait pas s'en sortir. Donc, à ce moment-là, je m'en suis sorti avec ça. Là, c'était l'époque où j'avais une petite amie et où bon, mes loisirs, c'était regarder les oiseaux, me balader, écouter de la musique. Donc, en streaming, ça coûte rien. Et après, bah, mon père est mort. Et là, on est en train de voir, j'ai changé d'appartement et tout. Et là, je serais plus autonome juste avec la hache. Mais bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Et une question pour Noémie, pour
Justement, la Belgique, est-ce que la grille Agir est en application, en vigueur? Alors, la grille Agir, c'est ce qui est en rapport avec le GEVA? Oui, c'est le groupe ISO Ressources. Hein. Ok, non. Permet En tout cas, d'évaluer l'autonomie. Oui, alors non, c'est pas la même grille en fait. Là, comme je l'ai expliqué, c'est une grille qui a été conçue par le législateur en 1987 et qui n'a pas été changée en fait depuis. Donc a priori, elle peut paraître un peu datée, un peu ancienne, pas très adaptée aux évolutions de la société et des nouvelles demandes qui explosent et qui sont très différentes d'il y a quelques années, notamment autour des problématiques de santé mentale. Non, a priori, elle n'a pas changé et donc certains la jugent un petit peu ancienne, archaïque. Et en fait, bon, moi, ce que j'observe, c'est que ça, c'est une question aussi très délicate puisqu'on est toujours sans cesse en train d'essayer de trouver des grilles parfaites qui prennent en compte la totalité des besoins, qui soient suffisamment souples mais aussi précises pour éviter l'arbitraire des médecins, etc. Et en fait, bon, voilà, l'une des questions de ma recherche, ce sera, mais est-ce qu'il existe finalement une grille parfaite et voilà, parce qu'en fait, là, on est dans un système en Belgique où, pour l'instant, ce sont les médecins qui font des évaluations. Donc, certains dénoncent aussi une approche qui serait trop médicale, par exemple. Et finalement, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les médecins n'ont pas forcément une approche strictement médicale. Hein, c'est ce que j'ai pu montrer dans le cadre de cette présentation-là. Et il y a aussi un point d'actualité en Belgique, c'est que récemment, des assistants d'évaluation du handicap ont été recrutés dans un contexte aussi de pénurie de médecins qui partent tous à la retraite ou en pension, comme on dit ici. Et donc, ils vont progressivement, peut-être, tout ça c'est la question qui se pose, vont-ils être remplacés par cette nouvelle figure de professionnels d'assistants d'évaluation du handicap qui sont en fait des profils de paramédicaux. Mais finalement, c'est aussi dans les mêmes moments qu'on commence à préciser les grilles d'évaluation, à revoir un petit peu les critères et à les figer un petit peu plus. Et donc, on peut aussi se poser la question des effets que ça va avoir, de figer toujours plus des grilles et de les rendre plus complexes, mais aussi d'évaluer de plus en plus de dossiers sur pièce et plus en consultation et des choses de cet ordre-là. Voilà. Juste en France, pour compléter dans le domaine du handicap, donc c'est pas la grille Agir, on est sur le GEMA. La grille Agir est beaucoup utilisée en gérontologie pour les personnes âgées. Et depuis la loi de 2005, le handicap psychique a été reconnu et il y a eu un GMA spécifique et une évaluation spécifique pour le handicap psychique qui permet quand même si ce n'est pas parfait, d'évaluer les besoins des personnes et d'avoir des allocations de compensation qui leur permettent de soutenir l'autonomie. Donc, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il ne faut pas enfermer les choses dans les grilles. Et en même temps, les associations de personnes, les associations de familles, les associations d'usagers et les professionnels qui sont quand même battus pour que l'impact de la maladie mentale qui se transforme en situation de handicap soit reconnu. Faut donner des moyens de compensation aux personnes. Alors, rien n'est parfait en France, vous savez tous, mais quand même ça, je pense qu'il y a une avancée sur ce plan-là. Oui, allez-y, Dami. Oui, mais je ne connais pas bien la grille GEVA spécifique qui a été faite en France, je l'ai regardée de plus près, mais peut-être une précision, ce qui me paraît très, très différent entre le système français et le système belge, c'est qu'en fait, en France, avec le GEVA et la PCH, je pense que le GEVA permet d'évaluer le droit à la PCH, les actes de la vie quotidienne sont en fait chronométrés et donc évalués avec un temps donné, etc. Et après, c'est un forfait d'heures d'intervention qui est accordé aux personnes et non un forfait monétaire. Et donc, en fait, en Belgique, comme il y a un forfait monétaire, déjà, on peut se demander, comme je disais, à quoi ce montant est-il censé servir et que permet-il de financer?
Et en même temps, ce qu'il permet aussi, c'est une certaine liberté d'usage, puisque les personnes ont cette liberté-là de se dire, si j'ai envie d'utiliser cet argent pour payer quelqu'un pour m'aider pour faire le ménage, eh bien, je peux. Si j'ai envie d'utiliser cet argent pour mettre un peu des sous de côté et partir de temps en temps en vacances, je peux. Ce qui n'est pas possible dans le système français. En tout cas, de ce que je connais des personnes, en tout cas, qui ont obtenu la PCH dans le cadre d'un handicap plutôt moteur, physique, etc. Mais je ne sais pas trop comment ça se passe dans le champ de cette grille, dans le cadre de cette grille spécifique du GEVA. Oui, en fait… Quelques éléments de réponse? Oui. Pour connaître un petit peu la manière de calculer le droit à la PCH, effectivement, l'évaluation, il y a d'abord une première évaluation des incapacités dans la vie courante, et ensuite, qui permet de définir l'éligibilité à la PCH. Et ensuite, il y a différents domaines d'attribution, et par exemple, pour les aides humaines, effectivement, on peut attribuer un certain temps pour certaines tâches. Voilà. Donc, par exemple, une des choses qui n'était pas prise en compte au début, c'était les tâches ménagères. Je crois que ça a un petit peu évolué, mais effectivement, si on reçoit une PCH pour des aides humaines, c'est pour financer tant d'heures d'aides humaines par mois, par exemple. Et ensuite, le tarif est modulé en fonction de si on choisit un prestataire, un mandataire, du préagré ou si c'est de l'élan familial. Et ainsi de suite pour les différents domaines. Donc, il va y avoir aussi possibilité de compensation pour les aides techniques, mais on finance une aide technique. Donc, oui, ça change d'un montant forfaitaire, comme ce que vous expliquez. Les montants forfaitaires dans la PCH, ils existent que pour la déficience visuelle et auditive. Il y a des systèmes de forfait pour ces deux situations de handicap-là. Sinon, effectivement, on finance un temps en aide humaine. Après, la seule latitude, c'est que pour définir ce temps, on tient compte de certains actes de la vie quotidienne, mais après, dans l'utilisation, on ne va pas aller vérifier que c'est bien utilisé pour tant d'heures de toilette ou tant d'heures de… Voilà. Mais c'est la seule petite surprise éventuelle. Oui, Aurélien? Oui, juste, moi, dans mon cas personnel, mes parents, l'un comme l'autre, tenaient à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe faire le ménage. Ça, c'est quelque chose. C'est vrai que moi, quand je suis tombé malade, l'appartement était dans un état. Et ça, c'est quelque chose. Ils payent. Ils me disent, oui, ça, ils ont toujours payé pour ça. Oui, oui. Mais voilà, c'était comme ça. Vous avez évoqué aussi quelque chose, Noémie, qui agite aussi les débats en France, c'est-à-dire cette frontière poreuse entre la médicalisation, la maladie, le handicap, les grilles d'évaluation, la présence trop dominante pour certains, pour certaines, du côté des médecins, pour rendre compte de la question du handicap, la présence aussi des structures associatives qui œuvrent dans ces milieux-là et qui se débattent pour justement que les personnes concernées, directement concernées et leurs proches puissent avoir leur mot à dire et ne pas subir des évaluations qui viennent d'ailleurs de manière assez verticale et descendante. Ces débats-là agitent également la scène publique française. Donc, écoutez, nous sommes arrivés au terme de cet atelier. S'il n'y a pas d'autres questions, non? Non. C'est parce qu'ils interviennent dans l'atelier à côté. On ne vous a pas entendu. Pardon, les personnes sont parties, une bonne partie des participants dans la salle sont partis parce qu'ils interviennent dans un autre atelier. Oui. Justement, c'est à 15. On a commencé avec 4 minutes, 5 minutes de retard. Donc, voilà, on pourrait prendre peu de temps, mais pas beaucoup
beaucoup plus parce qu'il y a des ateliers en parallèle et d'autres qui commencent. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous proposerai de continuer par mail nos échanges s'il y a lieu. En tout cas, il y a matière. Et je voudrais remercier encore une fois tout le monde pour la qualité des interventions. Merci. Merci. Merci pour cette animation. Merci à vous. Merci.